Imaginez votre vie sans accès aux dernières séries Netflix. Imaginez votre vie sans Skype, sans pouvoir échanger avec vos amis, votre famille par vidéo. Enfin, imaginez votre travail sans email. Pour tous les échanges, vous êtes obligé d'envoyer des lettres à vos fournisseurs, à vos clients. Bref, imaginez votre vie sans Internet. Les gens, les process, tous les pays arrêtent d'avancer. Ça serait dramatique. Et pourtant, c'est ce qui arrive aujourd'hui aux 2 tiers de la population mondiale. Ce sont près de 4 milliards de personnes. En France et dans les pays développés, on a du mal à l'imaginer. On est hyper connecté. On peut télécharger les derniers films sur nos portables, sur nos tablettes, à très haut débit, sur les réseaux 4G, sur les réseaux 3G, Wi-Fi. Et tout ça de manière relativement abordable. À l'inverse, dans les pays en voie de développement, dans les zones rurales, et bien sûr au-dessus des océans, il n'y a pas tout ça. Ce sont des zones blanches. Tout simplement, les opérateurs télécoms ne peuvent pas se permettre d'étendre les réseaux parce que ce n'est pas rentable. Ce sont des zones moins densément peuplées, à moindre attrait financier. Là-bas, la seule manière d'accéder à l'information, d'accéder à l'Internet, c'est par satellite classique. Il y a des opérateurs de télécommunications par satellite qui fournissent ce type de services, mais qui sont bien plus chers même que la téléphonie mobile. Et c'est pour une bonne raison. Les satellites classiques coûtent extrêmement cher. Ils coûtent 400 millions de dollars à fabriquer, en partie parce qu'ils utilisent des composants uniquement développés pour les spatiales. Il a la taille d'un camion et il pèse jusqu'à 5 tonnes. Donc il faut une fusée entière pour le mettre en orbite. Vous imaginez quel coût ça représente? Eh bien, pour amortir ces coûts et ces investissements, ces satellites ont des cycles de vie de 15 ans. Donc la technologie évolue très lentement et avec la technologie, les coûts de service. Et si on pouvait faire autrement, si on pouvait drastiquement réduire les coûts de ces satellites? Ça, c'est la question et c'est l'idée qu'on a formulée avec mon copain Space. Space, je l'ai rencontré en 2003 à l'INSA, à l'Institut national des sciences appliquées à Lyon, où on est venu faire nos études. Lui de la Bulgarie, moi depuis la Pologne. À l'INSA, il y avait des clubs universitaires, il y avait les clubs qui faisaient de la robotique, il y avait les clubs de la voiture électrique, il y avait même les clubs de salsa, mais ça, c'était pas pour moi. Moi, mon truc, c'était l'espace. C'est pour ça que j'ai intégré un club des fusées expérimentales. Toute l'année, on développait la fusée et l'été, on l'a lancée à 2 km d'altitude. Ça m'a bien rapproché de mon rêve d'enfance, parce que quand j'étais petit, je voulais devenir astronaute. Bon, dans mon pays d'origine, ce n'était pas vraiment possible, donc j'ai dû rapidement abandonner mon rêve, mais j'ai toujours cherché à faire quelque chose en lien avec l'espace. Donc, dans les clubs, avec Space, c'était à l'époque en 2007, on a vu un nouveau concept émerger. C'était les satellites ultra miniaturisés qu'on appelle nanosatellites. Pour vous permettre de mieux visualiser ce que c'est, ou pour faire l'analogie, c'est plus comme un PC miniaturisé. Un nanosatellite coûte 400 000 dollars à peu près à fabriquer parce qu'il utilise des composants issus du commerce, donc de l'industrie automobile, industrie télécom, bien miniaturisée. Ensuite, il a plus la taille d'une valise cabine et il pèse jusqu'à 20 kg. Donc, il ne faut pas toute une fusée entière pour les mettre en orbite. On achète l'espace dans la fusée. On fait une sorte de covoiturage pour aller en orbite, donc on pourrait dire du blabla rocket. Et enfin, c'est vrai que ces satellites ont des cycles de vie plus courts, de l'ordre des 3 ans, parce que les composants résistent moins bien aux radiations. Mais paradoxalement, ça représente un très grand avantage, parce que chaque 3 années, on peut doubler les performances de ces satellites en orbite. Donc ces concepts et cette technologie nous a
paru très, très attrayante. Ça avait un vrai potentiel disruptif. Et c'est comme ça, en 2009, qu'on a décidé de créer notre société, Nova Nano, avec pour l'objectif de développer les sous-systèmes et les modules pour ces nanosatellites. Uniquement 4 années après, en 2013, on a réussi à mettre en orbite et tester notre premier matériel. Donc imaginez une petite start-up lyonnaise avec seulement 5 employés qui signe un contrat de lancement avec l'agence spatiale russe. La même qui a lancé Sputnik, qui a lancé Gagarine en orbite, bah nous, on a réussi à négocier avec eux un contrat de lancement. On a acheté l'espace à côté d'un grand satellite scientifique. Et puis, c'était notre première grande et vraie réussite. Et en parallèle, on a commencé à réfléchir, donc, comment ces nanosatellites pourraient aider à apporter la connectivité dans les zones isolées, dans les zones où il n'y a pas d'Internet. Comment, grâce à ces nanosatellites, on pourrait réduire les coûts des connectivités. Et c'est comme ça que notre mission a évolué. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur notre premier système de connectivité à base des nanosatellites. Ce que vous voyez ici, c'est un système sur lequel on travaille actuellement. Il sera composé de 20 nanosatellites. L'idée est que ces satellites circulent sur l'orbite à défilement, donc à peu près 1000 km au-dessus de nos têtes et à une vitesse de près de 28 000 km à l'heure. Chacun de ces satellites pourra communiquer avec un boîtier comme ceci pendant en moyenne 10 minutes. Ensuite, il faudra attendre 15 minutes pour qu'un satellite suivant défile et pour que de nouveau la communication puisse être établie dans les deux sens. Donc, avec ces systèmes, on projette de réduire les coûts des connectivités par 10 dans ces zones-là. OK, vous allez me dire, on ne pourra pas télécharger à tout moment les derniers épisodes de Game of Thrones. OK, mais nous, on croit beaucoup que ces systèmes vont aider et vont améliorer la vie des gens dans ces pays en voie de développement. Il y a plusieurs applications sur lesquelles on travaille, mais on peut nommer, par exemple, aider les compagnies des transports routiers en Afrique, en Amérique du Sud, pour géolocaliser et mieux gérer les flottes de leurs véhicules. On peut aider les bateaux de pêche pour qu'ils arrivent également à mieux coordonner la pêche et avoir des meilleures récoltes. Ou tout simplement, on peut utiliser ces boîtiers comme un outil de communication, de backup lors des catastrophes naturelles, là où les réseaux principaux ne marchent pas. Donc il y a 10 années à peu près, tous les efforts liés aux pays en voie de développement s'est concentré sur l'accès aux soins, donc pour combattre les maladies comme les malarias, ou sur l'accès à l'eau potable, donc c'était la construction des puits. Ce sont des aspects extrêmement importants. Mais l'accès à l'information, la capacité d'échanger des données, c'est aussi un aspect fondamental pour toute société et toute économie qui veut se développer. Nous croyons que c'est un peu comme dans cette histoire, où au lieu de donner les poissons à ceux qui ont faim, à ceux qui ont besoin, il vaut mieux leur donner la canne pour qu'ils apprennent eux-mêmes à pêcher et à auto-améliorer leur situation. Merci.